Laurent Garin, donc on est au pavé du Canal, 35 ans, une librairie qui a 35 ans. Oui, tout à fait, 35 ans qu'elle est là, qu'elle est présente dans le cœur de Montigny et de Saint-Quentin en Yvelines. Et on reste tout à fait indépendant dans nos choix, dans notre assortiment et dans nos sélections. Oui, c'est vrai que c'est une vraie librairie avec, en effet, il y a des conseils, il y a des petits papiers sur les livres. Alors tout à fait, il y a l'accueil, mais aussi d'abord il y a la sélection. Donc il y a à peu près 80 000 ouvrages là actuellement. Et chaque ouvrage qui vient ici a été sélectionné par une libraire. C'est ça, c'est des choix que vous faites. Vous êtes combien de libraires? Alors on est une vingtaine de personnes et il y a 13 libraires ici sur la surface de vente. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu je veux dire, une grande surface de librairie, si on pourrait dire ça. Non, mais c'est une vraie librairie et en même temps, on trouve absolument tout. C'est ça, c'est une grosse entreprise où chaque libraire, pour le coup, là, a sa sélection dans son propre rayon. Donc on a une libraire qui va gérer que la littérature française, un autre qui va gérer que la littérature traduite, encore le manga. Enfin voilà, chaque rayon a son propre libraire. Est-ce que, parce qu'on dit parfois le livre est en crise, etc., j'ai l'impression, moi, qu'il y a toujours autant de monde à la librairie du Canal. Oui, ben non, nous, ça reste encore un très très beau cadeau avec une forte plus-value en fait dans le cadeau. Donc non, les gens apprécient encore l'objet et ont besoin de cet objet, de tenir un livre, de discuter autour du livre, de faire passer le livre. Alors, on va faire un petit peu le tour de cette librairie et des différents rayons qui existent. Alors, on va parler de manga, on va parler de beaux-arts, on va parler de livres de cuisine, on va parler de jeunesse, on va parler de littérature. Et de bande dessinée également. Et de bande dessinée. Et on aura fait le tour. Et on aura fait le tour. Et c'est bien. Et alors, dans chaque rayon, il y a un libraire spécialiste qui va nous guider. C'est ça, qui va nous accueillir et qui va donc vous présenter le bouquin, le livre de la fin d'année. Alors, on va commencer par le manga. Allons-y. D'accord ? Alors Laurent, là on va retrouver la responsable des mangas. Tout à fait, donc Magali Tancré, qui est donc à la base de la création de cet espace. En fait, c'est elle qui a beaucoup travaillé à ce que cet endroit puisse exister et puisse continuer de vivre. Donc voilà, Magali Tancré. Bonjour Magali. Alors, vous êtes une passionnée des mangas depuis toujours ? Oui, depuis toujours, ça va faire 20 ans maintenant. J'ai commencé à 11 ans et avec un premier manga qui s'appelle Fruit Basket. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier. Je suis très contente de vivre de ma passion. Laurent, c'est bien justement que dans une librairie généraliste, on trouve des mangas. Bah oui, tout à fait. Puis nous, c'est vraiment un espace qui est proprement dédié au manga. Donc voilà, c'est une librairie dans la librairie. Voilà. Et sinon, pour moi, c'est plutôt le club Dorothée qui m'a emmené au manga. Donc moi, je suis de la génération. Donc on parle beaucoup de jeunes générations. C'est vrai qu'il y avait les premiers dessins animés japonais. Et donc les vieux comme moi, on vient au manga grâce au club Dorothée. Voilà. Alors, là, on est dans votre royaume, donc Magali. Donc c'est vous qui choisissez les livres qui arrivent, enfin voilà, et ceux que vous conseillez évidemment. Exactement, j'ai la main mise sur vraiment chaque ouvrage qu'il y a ici. Si je le veux, c'est vraiment du parti pris. C'est que j'ai envie qu'il soit là pour pouvoir faire en sorte que les lecteurs puissent le trouver et qu'ils aient vraiment de tout ici. Alors, on va parler de votre sélection. Voilà, si on devait acheter des livres pour les fêtes, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous ? Alors, je conseillerais La cantine de minuit, qui est un ouvrage paru au Lézard Noir, qui parle d'un izakaya, qui est une sorte de bistrot japonais ouvert de 19h à 7h du matin. Et on suit un gérant à l'intérieur qui fait des plats, qui prépare en fait selon tout simplement la nourriture qu'il a avec lui, qui prépare des petits plats différents tous les jours, un pan mais vraiment global de la société japonaise. Il n'est pas question de lycée pour faire venir du tourisme ou quoi que ce soit comme les guides. Là, il est question de montrer toute la complexité de la société japonaise, que ce soit le mal des gaijin, donc ces étrangers, les Japonais qui ont mal avec les étrangers, de les accepter, et aussi de montrer tout le mal-être de la société japonaise à travers les salariés qui doivent vraiment travailler jour et nuit pour leur entreprise et qui viennent dans ces petits bistrots pour boire et manger loin de chez eux et puis reprendre le lendemain le travail. Ça donne pas très envie d'aller au Japon, d'aller vivre au Japon, si ? Alors, d'aller vivre, effectivement, non, ça non. Par contre, pour y avoir été, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément parce que c'est que la nuit. Mais sinon, de jour, on voit vraiment autre chose. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Ce qui est très intéressant, moi je ne connais rien du tout dans les mangas, mais ça prouve que voilà, c'est pas seulement un divertissement, ça peut aborder aussi des problèmes de fond, quoi.
Oui, aujourd'hui le manga se complexifie, se diversifie. Il n'est pas non plus question de donner des récits pour les jeunes, d'action, d'aventure. On fait aujourd'hui beaucoup de mangas pour les plus de 25 ans, pour les adultes, sur le mal-être de la société japonaise ou même des histoires beaucoup plus complexes, plus matures, je dirais. Oui, c'est quel âge ça? La cantine de minuit, Oui. je dirais vraiment à partir de 16 ans, à partir du moment où on s'intéresse en fait, à la société japonaise, où on veut savoir ce qu'il en est réellement et ne pas avoir un aspect vraiment censuré au lycée. Donc la cantine de minuit, premier choix. Il y a d'autres conseils que vous voulez nous donner? Je pourrais, oui. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Il s'appelle Cesare. Il est aux éditions Kiun. Et lui, par contre, il met en avant l'une des icônes de la Renaissance italienne, Cesare Borgia. Ouais, qui est vraiment, donc on le connaît pour avoir donné Le Prince de Machiavel. Ouais. Et on a donc Fuyumi, la mangaka, qui a passé des heures et des heures avec des spécialistes de la Renaissance italienne, qui a une bibliographie énorme à chaque fin d'ouvrage et qui veut vraiment donner au lecteur toute la vision. C'est vraiment la vision de Cesare. C'est pas l'histoire du personnage, c'est sa vision à travers une histoire romancée avec un personnage aussi qui n'a jamais existé, Angelo, mais qui assiste Cesare et qui est là pour le faire parler. Donc pour nous faire comprendre et partager sa vision. Pour les béotiens comme moi, quelle est la différence entre le manga et la BD? Le manga est ce qu'est pour nous occidentaux la BD. Pour eux, c'est ça depuis Hokusai. Après, il y a eu toute une évolution. Vous avez Osamu Tezuka, qui est le maître et qui a fait en sorte que le manga soit ce qu'il est aujourd'hui. Et vous avez d'autres grands noms, Naoki Urasawa, qui est passé aussi par derrière et qui a donné une autre complexité scénaristique avec un mélange de policiers, de fantastique à l'intérieur, qui ont permis de faire évoluer le manga pour faire en sorte qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Alors, la cantine de minuit, c'était sociologique, si je peux dire, César est plutôt historique. Est-ce qu'il y a des choses de pur divertissement pour des plus jeunes ou... Ah oui. Eh bien, pour les plus jeunes, vous avez de très bons mangas qui abordent aussi des sujets comme la fantasy, le fantastique. Vous avez les légendaires, sagas, donc, qui ont été adaptés en manga. Les légendaires, donc on connaît la BD française. Et donc les auteurs ont décidé aussi de se jouer au jeu du manga pour pouvoir faire un dynamisme différent dans l'histoire et parfois aussi rattraper les petites erreurs qui ont été commises par-ci, par-là. Voilà, et puis toucher aussi le jeune public du manga qui est très, 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 très bien, je trouve, pour les enfants. Donc voilà, si on a envie de manga, il suffit de venir ici, de demander conseil. Hein. Tout à fait. On vous accueillera avec plaisir. Laurent, on va continuer avec la jeunesse. Hein. Tout à fait, on va aller. Alors il faut descendre là maintenant. Alors, il faut descendre, donc là on va traverser le tourisme avec ses beaux livres, ses guides de tourisme et juste à côté le parascolaire. Voilà. Ah, c'est génial. Alors oui, là aussi il y a toute une librairie de tourisme. Oui, ça peut faire aussi de beaux cadeaux ça. Tout à fait, et les récits de voyage également. Voilà, important les récits de voyage, Ouais, très important. absolument. Laurent Garin, donc jeunesse. Donc tout à fait dans le royaume de Valérie Bottanet, où elle a œuvré aussi énormément ici pour que ça explose de partout au niveau de l'offre, au niveau des livres, au niveau de la sélection. Bonjour Valérie. Bonjour. La littérature jeunesse, c'est une passion pour vous? Oui, ça fait 21 ans que j'exerce ce métier et oui, je trouve que c'est très riche. Il y a vraiment de tout. On peut aller du tout petit nouveau-né à l'adulte aussi parce qu'on a un grand public en fait qui lit de la littérature adolescente. Donc c'est un rayon très varié. Je dis toujours que c'est une mini-librairie en fait en un seul rayon. Voilà. Je me souviens qu'un des grands écrivains qui s'appelle Michel Tournier, qui écrivait aussi pour la jeunesse, disait que le meilleur de ce qu'il faisait, c'était les livres pour la jeunesse, même dans son style. Il a raison, puisque en fait, c'est l'endroit où on peut être le plus créatif, le plus original, imaginatif en effet, parce que un enfant, il est très ouvert surtout, en fait, il ne se met pas de barrières, c'est souvent l'adulte qui met des barrières sur ça, donc c'est un rayon où on s'éclate, enfin disons les choses, voilà. Alors, pour les fêtes, vous allez nous proposer 3 types Voilà. de livres. On va essayer de varier un petit peu sous les tranches d'âge. On va commencer par les
entre deux plus petits. Et puis après, je vais monter crescendo sur les tranches d'âge. Je vais vous montrer. On commence avec ce livre. Alors, c'est pour les petits? Alors, pas si petit que ça, et je trouve que c'est même quelque chose qui pourrait s'ouvrir aussi au public adulte. C'est Baptiste Beaulieu au texte. On a 2 yeux pour voir. Exactement. En fait, il nous présente l'histoire d'un enfant qui a une sorte d'anomalie, pas une difficulté, mais une anomalie un petit peu étrange. Un œil étoile et un œil lune. Selon le regard qu'il a, enfin selon qu'il ferme l'œil lune va être plutôt dans les choses positives, l'œil étoile va être plutôt dans les choses négatives. Donc c'est vraiment comme une parabole pour dire que les enfants ont cette capacité en fait de regarder des choses toujours positivement ou plutôt négativement. Et en fait, tout l'album va nous proposer en fait les 2 visions que l'enfant pourrait avoir. Dans la toute première situation, par exemple, il va voir un SDF dans la rue. Donc, dans son œil négatif, il voit le froid, il voit l'isolation, la solitude. Et quand il ferme l'autre œil, là, petit miracle, il voit les petits détails. Et dans le vêtement de ce SDF, il y a un petit chat, tout grelottant, un petit chaton, et qui est très heureux et qui se réjouit finalement d'avoir trouvé cet adulte qui va le réchauffer et qui va permettre finalement d'aller mieux. Et en fait, tout l'album va être comme ça, où on voit cet enfant qui va grandir et qui espère que même quand il va devenir adulte, il pourra garder en fait cet œil, cette positivité et cette un peu négativité, mais que voir le monde en fait avec ses 2 yeux, c'est un. C'est beau d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on a tous. Hein. On voit toujours le Exactement. monde avec 2 yeux. Et je trouve que l'album, les illustrations sont très belles. Voilà, le fameux que je vous montrais tout à l'heure, donc le petit chat qu'on ne voyait pas dans le détail. Et finalement, il va grandir et on espère, on laisse une porte ouverte finalement. Est-ce que quand il sera plus grand, il gardera encore cette âme d'enfant finalement? Voilà. C'est très Bon bien. coup de cœur et qui fonctionne aussi bien pour les adultes que pour les jeunes enfants. Voilà. Donc on a 2 yeux pour voir de Baptiste Beaulieu et c'est Aux éditions Les Arènes. les arènes. Alors, C'est cet album que je voudrais vous présenter qui s'appelle Mon encyclopédie animée. C'est les éditions Gallimard qui font ça, Gallimard Jeunesse. Donc c'est pour la tranche d'âge 5-8 ans. Donc on n'est finalement pas si loin que ça de l'album. oui, qu'on l'autre vous a c'était fait. quel âge? Moi je mettais 5 ans aussi, l'âge minimal. Mais après, comme je vous disais, j'ai beaucoup de public adulte en fait. Parce que comme Baptiste Beaulieu est très sur les réseaux sociaux aussi, qui l'ont acheté pour eux-mêmes. Parce que c'est vraiment un très joli message. Là, on est en effet dans quelque chose pour les enfants. En fait, vous avez des petits volets, des fenêtres à ouvrir. Il y en a 180 à l'intérieur, qui vont avoir pour informatif, découverte, plein de détails, Corps humain. plein de choses sur les animaux, sur la nature, sur le quotidien. maison. Voilà, exactement. Et donc, ce jeu de petits volets, petites fenêtres, fait qu'un enfant qui même n'est pas encore lecteur peut s'amuser à regarder, à ouvrir. Et après, par contre, s'il est déjà dans sports. la lecture, il va apprendre, il va pouvoir découvrir tout cela. Et c'est vraiment une collection, bien sûr, au contraire. D'accord. Et on apprend beaucoup de choses. Et c'est une vraie forme originale. Je trouve que voilà. Ouais, c'est magnifique. C'est un ça. titre qui est assez ouvert et qui voilà, parle, je pense, à plein de publics. Et après, vous avez, je vois, il y en a d'autres, par exemple, sur le corps, enfin, plus spécialisé, sur le corps humain. Exactement. C'est l'avantage, en fait, c'est ce que je disais, c'est une mini-librairie à l'intérieur. Il y a des choses qui sont plus généralistes, donc comme une encyclopédie. Oui. Mais on peut parler d'électricité, avec réaliser un circuit électrique. On peut faire aussi l'histoire, on peut avoir aussi le côté féministe avec les femmes qui ont fait l'histoire, de la BD qui en évoque. C'est ça aussi la générosité du rayon jeunesse. Absolument. Voilà. Et allez, troisième choix. Le troisième choix, là, on va partir chez les grands ados parce que je voulais absolument mettre le point d'orgue sur la pépite de Montreuil qui est décernée à Anne-Laure Bondou, que nous avons mis Cette la année. chance. Oui, exactement, qui vient tout juste d'être remis, qui se destine à un public plus de 14 ans, voire adulte, et qui voilà, est une grande œuvre pour moi. On va la Vous nous le montrez? Alors, ce troisième choix. Alors, c'est la pépite d'or de Montreuil, c'est Nous traverserons les orages de Anne-Laure Bondou. Pépite d'or, c'est quoi? C'est la plus grande récompense du Salon de Montreuil? Oui, Qui est le salon de la du jeunesse, jeunesse, exactement, qui vient de se terminer, qui vient de se clôturer. Ouais, Normalement, chaque année, c'est plutôt un album qui est mis en avant. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de roman en plus ado, donc qui se destine à un public un peu plus grand. On va suivre en fait l'histoire d'une famille, la famille Bélaguerre, qui on va la suivre sur un siècle complet. C'est une histoire
masculine. Ça change un petit peu. Anne-Laure Bondou a mis beaucoup de choses de sa vie personnelle. On va suivre une famille qui est assez dans le Morvan. Le Morvan est connu quand même pour être âpre, un peu très venteux. C'est un peu difficile de vivre. Et là, on va suivre donc une famille d'agriculteurs. Donc cette famille a une particularité. Tous les hommes portent un nom d'arbre. Voilà, on va voir Sol, Olivier. Je n'ai plus tous les noms en tête, mais en tout cas, et on va les suivre à travers les différents événements de l'histoire de la petite guerre, enfin de la grande guerre, 14-18, guerre d'Algérie, les évolutions du temps, les chocs pétroliers. On va vraiment suivre tout ce qui va chambouler cette famille, les secrets de famille, les mariages, l'évolution du temps aussi. C'est un roman âpre, généreux, qui nous donne vraiment envie de suivre et de découvrir qu'est-ce qu'il est. Parce que tous ces petits secrets de famille, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il en est. On a un narrateur qui connaît tout, mais qui va apparaître qu'à la fin. Et c'est ça aussi l'originalité, c'est qu'on ne sait pas qui nous raconte l'histoire, est-ce que c'est un narrateur externe, ou finalement c'est Ou quelqu'un de la famille, oui. de la famille ou autour de la famille. Mais pardon, parce que voilà, c'était un gros livre d'abord. Hein, vous nous racontez une histoire. En quoi c'est un livre pour la jeunesse? Parce qu'on va suivre en fait pas des adultes au départ, ce sont des adolescents qui vont grandir, chacun va donner une lignée qui reste encore un côté enfantin pour toute leur jeunesse en fait. C'est ça qui est vraiment le point d'orgue de l'histoire, c'est qu'on voit les jeunesses de ces jeunes qui vont constituer leur vie, qui vont les armer finalement sur le long terme et on va les voir grandir. Et Anne-Laure Bondou réussit en fait le tour de force de nous embarquer en fait à chaque fois sur un nouvel enfant et de le voir grandir et de le voir évoluer tout en gardant quand même toujours la trace de cet enfant qui a grandi, qui est devenu un adulte. Voilà. Nous traverserons des orages, qui est un magnifique titre aussi. Ça, c'est quel âge? Parce que là, vous disiez des adultes qui disent la littérature pour enfants. Celui-là, les adultes peuvent le lire aussi, non? Totalement, complètement, puisqu'en plus, on suit vraiment le côté historique de l'histoire. Donc, on apprend beaucoup de choses. Il est sorti en septembre et moi, c'est une grande part de public adulte qui l'a acheté aussi pour eux. Voilà. Et c'est un grand coup de cœur pour vous? Énorme coup de cœur, complètement. Merci beaucoup. Donc, il y a des centaines, évidemment, d'autres livres pour la jeunesse. Le tout, c'est de venir à la librairie du Canal faire ses choix et avec vous, allez les conseiller merveilleusement. Merci beaucoup. On essaiera en tout cas. Voilà. Laurent, moi je suis fasciné parce que vous avez une équipe formidable. Oui, ils sont pleins. Mais c'est ça en fait qui fait l'attrait aussi des libraires indépendants, c'est qu'il y a plein de libraires qui accueillent le public et qui sont formés et qui ont lu des livres et qui savent aussi proposer, faire des pas de côté aux gens. En fait, les gens souvent viennent avec des idées un peu préconçues sur voilà, je voudrais ceci ou cela, et finalement ils ressortent avec un livre qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'ils étaient venus chercher. Et voilà, et c'est ça aussi le bonheur des librairies indépendantes. Alors on continue avec quoi? On va continuer avec la bande dessinée, les comics et les romans graphiques. Alors Laurent, maintenant on va parler de BD, de romans graphiques, de comics. Tout à fait. Donc le domaine de la bande dessinée franco-belge, donc les romans graphiques avec des sciences humaines également, sur lesquels on a fait un rayon qui lui est propre, et le comics qui est le format américain des bandes dessinées. Et avec une spécialiste, comme toujours. Donc Élodie Persicot, qui est la responsable de tout ce domaine-là. Bonjour Élodie. Bonjour, enchantée. Alors, c'est des questions que je pose à chacun des libraires qui nous parle de son rayon. Vous êtes vous aussi une passionnée de quoi? De bande dessinée, de comics? Une bande dessinée, une passionnée de livres déjà, oui. en tout, que ce soit la jeunesse, la littérature, etc. Et là, ça va faire 24 ans que je m'occupe de la bande dessinée. Ah oui, donc vous connaissez tout. Peut-être pas tout, non. Heureusement pour moi, il y en a encore à découvrir. Et justement, il y a du renouvellement, il y a des comme ça des livres que vous recevez dont vous dites ça c'est formidable, je ne connaissais pas ça. Oui, heureusement. Alors cette année, il y a quand même énormément de suites d'énormes blockbusters. Donc je pense que tout le monde a sorti sa suite de fin d'année cette année. Le Astérix, le Black et Mortimer, le Black Sad, voilà, on a toutes les suites. Mais heureusement, il y a aussi des pépites. Il y a des très beaux collectors, intégrales. Enfin, voilà, c'est une très très belle fin d'année BD. Alors on va commencer par 2 livres qui sont ici. Oui, tout à fait. Des beaux livres de fin d'année que j'avais envie de mettre en avant, même si je pense qu'ils ont déjà un public. Mais là, cette année particulièrement, il y a vraiment de très très belles choses qui ont été faites. Alors on commence par quoi? Alors,
va commencer par le Wicca. Ah oui, il est beau. Il est magnifique, hein. D'abord, c'est un bel objet, oui. Exactement, c'est un très bel objet. Voilà, ils ont fait un travail magnifique. On est sur l'intégrale de la série, donc voilà, on s'achète. Un mot sur Wicca, parce que, par exemple, moi, je ne connais pas. Alors, Wicca, c'est une série de Le Droit. C'est pas forcément la plus connue. Je dirais que la plus connue, c'est quand même Les Chroniques de la Lune Noire, qui ont fait vraiment son apogée. Depuis, il a sorti quelques séries beaucoup plus courtes, avec une vraie fin, ce qui est assez formidable. Et là, Wicca, c'est l'histoire, donc on est dans le monde des fées. Donc c'est vraiment de la fantaisie, l'histoire d'une fée qui a été, à qui on a pris son enfance et sa jeunesse. Ses parents ont été assassinés quand elle était toute petite et elle va devoir prendre sa place et découvrir qui elle est et ce qu'elle peut apporter au monde. Et alors, oui, c'est vrai que c'est édité. Alors, c'est des dessins absolument incroyables. Alors, ça fout en mille de Détails. Exactement. On se faisait, Du Bosch. on se faisait la réflexion l'autre fois avec les collègues. Tout a été travaillé, que ce soit même les phylactères, tout est inclus dans le dessin. Il n'y a rien qui choque. C'est magnifique. Ouais, c'est des vraies œuvres d'art. Donc voilà, donc C'est un vrai travail d'éditeur. En plus, Exactement. Oui. Édité chez qui? Glénat. Glénat a fait un magnifique travail et a vraiment remis à l'honneur cette série qui, pour moi, était un coup de cœur depuis de nombreuses années. Mais là, je le redécouvre. Là, voilà. Alors, deuxième choix. Enfin, deuxième choix, pas deuxième choix. C'est un autre choix possible, en tout cas. Bah, c'est celui-là. Bien sûr. Ah, mais c'est l'intégrale ou quoi? L'intégrale. Ah, la vache, génial. L'intégrale de l'arabe. De Riyad Satouf. De Riyad Satouf, oui. Voilà, donc ils ont gardé le format original, donc ça se lit aussi bien, c'est un très beau papier, c'est pas si lourd, moi je trouve ça plutôt agréable à lire. Je les ai lus. Pour les relis, c'est un peu... Ah bah, alors voilà, moi je les ai lus en tomes séparés au fur et à mesure où ils sont sortis, et jusqu'à maintenant j'avais pas passé le pas, je me suis dit bon je les ai lus, mais non, là j'ai craqué en fait. Ah oui. Ouais, là je me suis offert. Quand on a, alors ceux qui n'ont pas lu évidemment, c'est une découverte, et ceux qui ont lu, on retrouve les premiers. Exactement, donc on a l'histoire complète, il est vendu avec un ex-libris, donc qui a été retiré pour l'instant pour que les gens puissent feuilleter l'ouvrage. Et voilà, donc on a l'histoire de Riyad Satouf, de son enfance jusqu'à ses premiers succès, jusqu'à son son vrai succès. Ça c'est évidemment un best-seller. Un best-seller, tout à fait. Et là, pareil, je trouve que l'éditeur a fait un très joli travail. On a vraiment, il est sublimé, le dos toilé, voilà, c'est un Magnifique, ouais. un objet collector et il n'y a qu'un seul tirage. Ah oui. Ah oui. Il ne sera pas refait. Donc, il sera pas retiré. Exactement. Donc dépêchez-vous. Dépêchez-vous, on en a. Il y en a pour l'instant. Oui. Cette odeur du papier qui est bien significative de l'œuvre. Ouais, non, on reçoit. Ouais. On y retourne. On y retourne. Ouais, c'est un plaisir. Voilà. Alors, peut-être un coup de cœur, allez. Alors, Au cœur des solitudes. Donc, Au cœur des solitudes, c'est un magnifique objet. Pareil, hein, ils ont fait une couverture même qui n'est pas pelliculée, donc on est vraiment sur du papier. Voilà, et avec un intérieur absolument sublime. Noir et blanc ? Noir et blanc. On est sur du noir et blanc. On est pareil sur un très joli papier et un récit que j'ai trouvé très joli et en plus très intéressant, puisqu'on nous raconte l'histoire de John Muir, qui est le premier écologiste au monde. Ah. Voilà. John Muir travaillait dans une entreprise, il était très féru de mécanique, jusqu'au jour où il a été blessé aux yeux. Donc il perd la vue pendant plusieurs mois, il ne sait même pas si un jour il pourra revoir, et il se met à rêver de ce qu'il aurait aimé faire de sa vie. Et il va se rendre compte qu'en fait, ce qu'il aimait, qui revient de son enfance, en fait, c'était vraiment la découverte de la flore. Donc il décide de partir à travers les États-Unis, de traverser les États-Unis à pied, et de découvrir la flore sur place. Voilà. Alors,
on a son histoire, on a ses rencontres, donc on est quand même dans un pays où les Indiens commencent à être parqués, où il y a le racisme, etc. Donc il n'y a pas que la flore, il y a toutes ces rencontres avec les propriétaires terriens, etc. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, c'est que sur la fin, on a l'histoire de John Muir. Donc Elle est vraie. Enfin. voilà, donc là c'est la vraie histoire aussi, mais une partie de son histoire. Et là, on a vraiment Sa bio, quoi. exactement sa bio. Qu'est-ce qu'il est devenu à la suite de ce fabuleux voyage. Voilà. C'est un auteur français, américain? Lomig français. Français. Qui était venu en dédicace pour son album précédent à la librairie. De Bretagne. Un Français de Bretagne, voilà. Un Breton, donc au cœur des solitudes. Hein. Au cœur des solitudes. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, évidemment, il y a des centaines d'autres ouvrages possibles. Il suffit de venir, encore une fois, vous voir à les librairies du Canal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Depuis le début, je parle de la librairie du Canal. Le vrai nom, hein, c'est le pavé du Canal. C'est ça, tout à fait, le pavé du Canal. Alors, librairie du Canal, on les aime beaucoup, mais ils sont à Bastille. Là, ici, c'est le pavé du Canal. C'est ça, parce que le fondateur était 68 ans, Oui, et les pavés, absolument. forcément, pour lui, ça a une vraie résonance. Mais je me souviens, je l'ai reçu, j'ai connu. Tout à fait. Alors, on est dans le rayon beaux livres, livres d'art, beaux livres, vie pratique. Et on va commencer par la cuisine avec... Sylvain Gédrosac, qui est donc un tout nouveau libraire qu'on a été tout heureux d'accueillir en milieu d'année et qui gère la vie pratique mais également un bout des sciences humaines. Alors Sylvain, bonjour. Bonjour Patrice, comment ça va? Ça va très bien, je suis heureux parce que là on va parler un peu bouffe quoi. Hein. Bienvenue en cuisine. Alors, j'ai un coup de cœur, je veux absolument vous le montrer. C'est mon coup de cœur de l'année, donc je commence par celui-là. Est-ce que vous connaissez Marseille, Patrice? Je connais un peu Marseille, oui. Alors, est-ce que vous aimez Marseille? J'aime assez bien. Alors, je vais souvent au PSG, donc il ne faut pas que je le dise trop fort, mais Non, alors, vous avez j'aime bien Marseille. Vous avez un avis en tout cas, vous n'êtes pas dans le je ne sais pas. Non, c'est magnifique Marseille. Et en fait, c'est assez rare pour une ville française, tout le monde a un avis sur Marseille. Qu'on habite Marseille ou pas, on a tous un avis sur Marseille. J'ai beaucoup de copains marseillais en plus. Donc. Voilà, parce que c'est une ville, je pense, qui cristallise beaucoup de choses, qui cristallise la passion, les engouements, aussi les clichés parfois, qui sont toujours un petit peu réducteurs malheureusement, et qui cristallise aussi parfois peut-être les regrets. On aimerait que Marseille soit un petit peu différente. Donc on a tous un avis là-dessus, et en fait, la vérité, c'est que je pense que s'il y a une alchimie qui se fait dans le cerveau des Français dès qu'on prononce le mot Marseille, c'est parce que Marseille est une ville assise sur un patrimoine culturel absolument génial. On connaît tous. Alors quand je parle de culture de tous les jours, le patrimoine immatériel. Je parle aussi des personnalités. On connaît tous Tapi, Gaston Defferre. Ah bah voilà, en même temps Zidane. Et sa femme. Voilà, Edmond de Charleroux, voilà. Vous avez failli me planter là. Donc il y a Zidane, etc. Il y a Ayam, il y a Jul. Oui. Il y a tous les rappeurs, hein. C'est la ville du rap maintenant. Et puis on connaît tous la Canebière, on connaît tous le théâtre de la Criée, on connaît le Mucem. Le Mucem magnifique. Oui. Voilà, donc je pense que La bouillabaisse. Alors, ouais, mais au-delà de ça, il n'y a pas que la bouillabaisse. Alors, moi, je suis dans le cliché. Voilà, la bouillabaisse, le pastis, les navettes, etc. Justement, ce livre-là... Sylvain a travaillé à l'Office du tourisme de Marseille. Ouais, non, mais je veux vraiment... Vous êtes Marseillais, non? Non, pas du tout. Et justement, pas l'accent, en tout cas. Il y a plein de Parisiens qui aiment Marseille, il faut pas... voilà. Donc, au-delà des clichés, l'auteur qui s'appelle Ézéchiel Zera vous propose Marseille, un jour sans fin. FIM. Voilà, jeu de mots. Et c'est un livre qui est sorti chez Hachette Cuisine. Et c'est génial parce qu'en fait, il nous propose un voyage culinaire à Marseille sur une journée type, sur 25 heures. Alors 25, pas 24, parce qu'à Marseille, on fait toujours plus que les autres. Et en fait, c'est 24 petits voyages dans la gastronomie, je dirais même la bouffe à Marseille, dans le bon sens du terme. Alors, quand vous dites la gastronomie, c'est les recettes, c'est les établissements? Alors justement, c'est vu sur un grand panorama, le spectre est très large. Vous allez avoir des recettes évidemment de la soupe au pistou, par exemple, vous allez avoir la recette de l'aioli, mais au-delà de ça, vous allez avoir aussi des témoignages.
des témoignages de cuisinières, de cuisiniers. Vous allez avoir des témoignages de commerçants ambulants qui font aussi partie de la gastronomie marseillaise. Vous allez avoir des témoignages de serveurs, de serveuses, etc. Et vous allez avoir plein de petits reportages sur des petits aspects qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, j'ai appris dans ce livre qu'à côté de la prison des Baumettes, il y a un restaurant qui s'appelle les Baumets. Donc c'est un jeu de mots. Et en fait, c'est un restaurant qui est tenu par des prisonniers. Donc tout le monde peut y aller. Enfin, il faut être adulte, il faut avoir un casier judiciaire vide et on ne sert pas d'alcool. Enfin, vierge. Et on ne sert pas d'alcool, on sert des mocktails, des cocktails sans alcool, mais c'est tenu par des prisonniers. Donc ça, moi, je l'avais lu nulle part, je ne le connaissais pas alors que je connais un petit peu Marseille. On apprend aussi qu'à côté d'Aubagne, entre Aubagne et Marseille, il y a une société qui fait des marrons glacés. Et en fait, c'est l'un des leaders mondiaux des marrons glacés. Tous les ans, il y a des millions de marrons glacés qui viennent de Marseille, qui vont dans le monde entier. Donc on apprend tout ça, on apprend que l'orangina, par exemple, a été créé en Algérie. Mais ça a été importé à Marseille au 19e siècle, à la fin du 19e. Et depuis, voilà, c'est une boisson qui a essaimé un petit peu partout dans le monde entier. Donc vous allez voir en plus la mise en... Il joue à des portraits de chefs aussi, hein, c'est ça? Ouais, il y a des portraits de chefs réfugiés, notamment des portraits de chefs qui sont très connus, qui travaillent aussi à Paris parfois. Enfin voilà. Et moi, ce que j'aime surtout... Rudy Ricciotti, qui est l'architecte du Mucem. Voilà. Donc vous voyez, il y a des dessins, il y a des photos, il y a des vieilles pubs. La mise en page est vraiment très belle. C'est une espèce de collage qu'aurait pas renié Cocteau ou Boris Vian. Corbusier, évidemment. La cité du Fada, etc. Voilà, donc ça c'était mon premier coup de cœur, Patrice. Très bien, c'est magnifique ça. C'est l'un des clous de cette saison. J'ai un autre petit livre, alors là qui est complètement à contre-courant. C'est un livre de cuisine qui n'a pas de photos. Donc c'est assez original parce que généralement, justement, on a des beaux livres avec des belles photos. Là, il n'y en a pas. Parce que je crois que le livre le plus fondu, c'est Simplissime. Enfin, justement, il disait il faut une photo la photo est plus grande que le texte. Voilà, c'est ça, c'est la photo qui donne envie de réaliser, qui nous met en appétit. Là, oui, c'est bien. Et là, en fait, c'est Jean-François Piège qui est un très grand chef. Connu surtout à Paris, mais qui commence à essaimer un petit peu, puis on le voit souvent à la télé, qui propose un répertoire pour tous les jours. C'est un vrai répertoire, comme quand on était petit, vous savez, qu'on essayait d'apprendre des mots de vocabulaire en anglais ou en espagnol. Là, en fait, il propose... C'est par ordre alphabétique, c'est ça ? Il propose 34 rubriques, il suffit d'aller sur la page de garde, on sait ce qu'on veut, par exemple. C'est tard, enfin il est déjà midi, on est samedi, on veut faire une meringue. Voilà, on voit que la meringue est en 24. On va sur le petit onglet numéro 24, tout simplement. Et là, on a la recette de la meringue la plus simple possible. Mais il y a aussi des meringues plus compliquées. Ah oui, ça va du plus simple au plus compliqué. Voilà, donc on peut l'avoir dans la poche, sur le comptoir, enfin sur le plan de travail. Et bon, il sera un petit peu abîmé, un petit peu sale, mais voilà, c'est un livre mais de tous les pas jours. trop, donc il y a des choses faciles. C'est facile. Les grands chefs, souvent c'est un peu compliqué. Mais il y a deux versions justement. La première version, c'est la plus simple, la tarte, etc. Et après, on peut rentrer dans de la gastronomie. Et en plus, très belle idée du tout, c'est 25 €. Voilà, une idée cadeau qui peut plaire à beaucoup. Voilà. Ben merci beaucoup. Merci. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Il y en a plein d'autres. Il suffit de venir vous voir. Voilà, on explique, on essaye de voir ce que les gens apprécient, quel type de cadeau ils veulent faire. Et on est là pour eux. Normalement, après, on goûte les recettes qui ont été faites, normalement. Oui, vous devriez installer un petit... Non ? Oh, c'est prévu. Oui, c'est prévu. On n'en dit pas plus, mais c'est prévu. Merci beaucoup. Laurent, on continue avec les beaux livres ? Tout à fait, avec donc Stéphanie Ferial, qui est la libraire littérature, normalement, mais qui ne fait pas que de la littérature dans la vie, qui regarde aussi beaucoup les beaux-arts, qui aime beaucoup la photo. Donc là, elle va nous présenter un livre autour de la photographie. Oui, Stéphanie, on se connaît. Hein. Bonjour, tout à fait, oui. Vous êtes venu parler justement de littérature. Oui. Et là, vous allez nous parler d'un beau livre, qui est un beau cadeau, quoi. Tout à fait, un beau cadeau, un beau livre de photos qui est assez exceptionnel, enfin moi que j'ai trouvé absolument sublime, qui est une monographie de toutes les photos de Vincent Munier. Qui est Vincent Munier, pardon ? Vincent Munier est un photographe animalier, paysagiste aussi, qui s'inspire beaucoup de sa région. Il est originaire des Vosges et puis aussi du peintre Le Lorrain. Et il s'inspire justement d'une phrase qu'a dit Le Lorrain qui est de capter un peu l'invisible, d'essayer de capter ce qui ne se voit pas ou du moins pas beaucoup, qui sont comme la lumière, la brume, l'air.
Voilà, donc du coup, on a un recueil là ici, alors peut-être des photos qu'on a vues par ailleurs dans d'autres recueils, mais on les a... Là, c'est l'intégrale. Là, c'est un intégral, si je puis dire. En tout cas, c'est une monographie complète. On va surtout l'ouvrir. Oui. C'est lui qui en parle le mieux. Voilà. Alors, il a beaucoup œuvré en Arctique, en Antarctique, beaucoup donc dans les Vosges aussi, bien sûr, beaucoup en Afrique. Il a fait un petit peu le tour du monde, si je puis dire. Le résultat, ce sont un peu comme des tableaux de maître, alors que ce sont des C'est photos. magnifique, hein, ça. Oui, c'est magnifique. On voit tout d'un coup, on se retrouve face à un ours. On croise le regard d'un yak, par exemple. Ne serait-ce que la couverture. C'est un albatros, tout simplement, qu'on voit au milieu, dans le livre. Alors, il a une capacité, par exemple, à montrer la neige, le blanc. C'est ce qu'il y a, je trouve, de plus compliqué à faire en art. Oui. Les Japonais le savaient très très bien le faire, le savent encore. Et en photo, c'est pas toujours évident. Par exemple, ce renard, ou du moins c'est un renard roux. Je sais pas, moi je trouve que finalement il y a beaucoup d'images. Ça ressemble à la petite sirène. J'ai un peu de couleur dans la photo. Et puis moi quand je l'ai vu, j'ai vu la petite sirène, ce renard qui, voilà, il arrive à capter quelque chose qui est comme d'éphémère et comme un temps suspendu. Moi j'aime bien son travail pour ça, sa démarche. C'est non seulement d'aimer énormément effectivement la nature, de faire passer cet amour, cette passion, parce qu'il l'aime énormément, il la respecte énormément. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il prend le temps de. Et aujourd'hui, on ne prend plus le temps de. Quel que soit ce que l'on fait, il faut toujours courir. Lui, il va prendre le temps. C'est un peu ce que disait Sylvain Tesson dans La Panthère des Neiges, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais d'ailleurs, Tesson est parti avec lui. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est lui qui avait photographié la Panthère des Neiges. Tout à fait. Et justement, il y avait tout ce texte sur prenons le temps, quoi. Il faut prendre le temps, et c'est le contraire de notre civilisation d'aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un texte, l'introduction est faite donc par Munier, où il raconte comment est-ce qu'effectivement il en est venu à la photographie, et il y a une petite conclusion, enfin un texte de Tesson lui-même, admiratif effectivement de son travail. Voilà. Magnifique. C'est effectivement sublime, c'est un très très beau cadeau, même si on aime à la fois la photo, les grands espaces, les animaux, c'est très épuré. Moi, ce sont des photos c'est des œuvres d'art, quoi. Ce sont des œuvres d'art, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il y a plein d'autres, évidemment, livres d'art qu'on peut venir consulter, vous les conseillerez, mais ça, c'est votre coup de cœur, hein? Celui-là, oui, tout à fait. S'il y en a un à offrir, c'est celui-là. Voilà, vous êtes d'accord? Oui, complètement. Et moi, si je peux me permettre, il y a Qui j'arrête. Il y a un super beau ouvrage sur Qui j'arrête, donc c'est le seul rayon où je vais me permettre une petite touche personnelle. Donc, pour les amoureux de... Il est musique. Là. Ça, c'est votre... Oui. Alors, on avait reçu Rachid Benzine qui avait ouvert son livre autour de ce concert de Cologne. Là, c'est la couverture, c'est la pochette. C'est ça. Donc voilà, un très très bel ouvrage pour les amoureux de jazz et de Qui j'arrête. Ah oui, tous les gens de votre génération. Oui, c'est ça, ouais. De ce disque hypnotique qu'on a pu écouter et réécouter. Voilà. Ah, merci beaucoup. C'est bien comme ça. Alors, on va finir avec peut-être un peu de littérature. Et Stéphanie, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on va au rayon. Laurent, on est au rayon littéraire. Alors, il y a tous les romans, évidemment. Il y a évidemment tous les romans qui se trouvent ici. Alors, je pense que l'intérêt du travail du libraire indépendant, il se trouve aussi dans la littérature, parce qu'ici, on défend toutes les petites maisons d'édition indépendantes. Donc, vraiment, le travail de libraire indépendant, il trouve toute sa couleur, toute son ampleur, en fait, dans cette défense ici de la littérature, que ce soit française comme traduite. Mais en fait, le fait est que des petites maisons d'édition ont toute la place dans nos rayons. Et d'ailleurs, il y a les conseils, il y a des petits mots qui conseillent, qui expliquent. C'est ça, de gens qui ont lu le livre et qui savent en parler. Donc oui, il y a plein de petites notules, plein de petites mises en avant, de petits bouquins dont on entend très très peu parler et dans lesquels nous, on peut pour le coup discuter et mettre en avant. Stéphanie, vous allez nous parler d'un beau livre, mais avant, puisque vous lisez beaucoup de choses qui sortent, quel est votre coup de cœur dans l'année dans les romans ? Alors celui qui serait à retenir, ce serait L'amour de Bégodeau,
Oui. Oui, qui était vraiment, voilà, qui est derrière. Là, qui est tout petit livre, vertical, hein, très court. 85 Et justement, pages, voilà, je crois, oui. comment 85 pages, Oui, je ne sais dans plus ces exactement, eaux-là, oui. 80 pages. Et il arrive effectivement en 80 pages à raconter sur la vie d'un couple, ce qu'est l'amour, comment il se construit pas à pas, comment la complicité naît, comment avec un petit rien, finalement, on fait toute une vie. C'est absolument superbe et d'une banalité d'un quotidien, voilà, il en fait quelque chose C'est d'exceptionnel. ça, faire de la littérature avec le banal du quotidien, c'est formidable. Alors, là, on va passer à un beau livre d'une œuvre littéraire hyper connue. Tout à fait, voilà. Mais moi, je m'en lasse pas. Donc, effectivement, en littérature, il y a aussi quand même pas mal de beaux livres. Et donc, c'est L'île au trésor de Stevenson, que tout le monde connaît. On n'a peut-être pas forcément d'ailleurs lu. On ne l'a pas lu. Hein, Non, mais on connaît, on oui. sait ce que c'est. Voilà, et qui est superbement mis en images et illustré aux éditions Sarbacane par, donc, je me souviens plus de son prénom, excusez-moi, Anton Lomaïev. Et donc, du coup, ça donne, par exemple... Alors, L'île au trésor, effectivement, pour moi, c'est le livre d'aventure par excellence. On s'en lasse pas, on lit ça quand on a 10, 12 ans. Ça traîne un peu dans les bibliothèques des parents ou des grands-parents. Et en fait, en le relisant, on s'aperçoit que tous les autres livres, voire même les grands films de piraterie, découlent de Stevenson. C'est absolument génial. Il y a de l'aventure, il y a des mutineries évidemment, il y a des tempêtes. C'est une aventure sans fin. Il y a une chasse au trésor absolument géniale. La carte au début, donc elle est là, elle est toujours aussi mystérieuse et on a envie hop, je vais la retrouver. Excusez-moi, elle est tout au début. Et puis c'est un livre aussi d'initiation. Jim, le héros, il est tout jeune. Voilà, il vient de perdre son père. Il essaye de faire en sorte que sa mère puisse continuer à vivre. Voilà. Et puis l'autre personnage absolument génial, c'est effectivement Long John Silver, qui est indémodable. Enfin, on l'a dans la tête pour pendant longtemps. Voilà. Donc lui, au trésor, Donc, voilà. vieillot, mais en fait, ça a toujours le même effet. Mais je vois, alors, il y a l'île au trésor, mais je vois que dans ce coin de la librairie, il y a Rimbaud dans une très belle édition, c'est Gallimard, hein, je pense. Il y a les Fables de La Fontaine illustrées par Chagall. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a des classiques qu'on peut redécouvrir parce que ils sont aussi des beaux livres. Tout à fait, voilà. C'est comment effectivement redonner un petit peu de lumière à certains textes qu'on a l'impression que c'est un petit peu poussiéreux. Et en fait, voilà, comme vous dites, les fables, pour moi, les fables, on s'en lasse pas non plus. Et voilà, illustrées par Chagall, ou alors tout simplement illustrées par des grands maîtres de l'estampe japonaise du début du 20e, fin 19e, qui redonnent en fait un peu en lumière et qui redonnent goût aussi à ces textes que parfois on lit à l'école sous la contrainte, parfois, entre guillemets, ou du moins on est obligé, alors que là, voilà, on retombe dedans avec plaisir, tout simplement. Il y a Othello, il y a le Magellan de Stefan Zweig. Il y a Salammbô en résonance un peu avec l'île au trésor, avec plein d'aventures partout, en très belle édition. Voilà, de Flaubert. Oui, voilà, si vous voulez faire parfois découvrir des textes classiques, peut-être à des jeunes, comme ça, c'est une bonne idée. Hein. Ah, tout à fait, c'est tout à fait ça en fait. C'est effectivement offrir effectivement aussi des livres dits classiques et sous une autre forme. Moi, quand j'étais gamine, on m'a offert Notre-Dame de Paris illustrée par Gustave Doré. Je devais avoir 10-12 ans, je l'ai encore. Voilà. Et vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Je l'ai encore, et j'en suis, enfin, ça fait partie de mon livre, il me suit partout à chaque déménagement. Ah oui, ça a créé votre vocation peut-être. Peut-être, effectivement, c'est possible ça. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup Laurent. Merci. Laurent Garin. Alors, Pavé du Canal. Le pavé du canal. Non, c'était un vrai plaisir de montrer aussi tout notre savoir-faire et tous ces libraires qui savent accompagner les lecteurs et faire justement se promener un peu dans tout ce monde éditorial qui est vraiment hyper passionnant et hyper diversifié. Dans toutes ses formes. Et puis c'est rare, une librairie où vous avez, je crois, 12 libraires avec vous. C'est ça, une douzaine de libraires avec nous et une vingtaine de salariés, oui, c'est ça. Salariés, et ouais, voilà, c'est ce qui fait la qualité aussi d'une librairie, parce qu'ils sont tous passionnés, ils connaissent tout sur leur rayon, enfin, c'est formidable. C'est des vrais spécialistes qui sont formés aussi, qui ont une vraie base de formation de libraire et donc qui peuvent accompagner les gens, ouais, effectivement. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné un peu envie d'acheter quelques livres pour les fêtes et puis de venir au Pavé du Canal c'est parce qu'il y a d'autres, parce que là, c'est un tout petit bout qu'on a montré. Venir voir en vrai parce qu'on va vous montrer tout ce qui reste derrière, qu'on n'a pas pu la montrer. Mais ce sera un plaisir avec lequel on accueillera les gens. Merci beaucoup et puis à très bientôt.